Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci aux rencontres philosophiques de nous accueillir, donc cette fois effectivement en duo, pour donc cette intervention sur l'impôt unique sur la terre des physiocrates à Henry George, c'est-à-dire du 18e à partie du 19e, avec un trou au milieu évidemment, et surtout un changement géographique puisque les physiocraties se situent, c'est un courant philosophique qui se situe en France et Henry George aux États-Unis. Donc, pour introduire cette question, on peut partir de l'idée que l'impôt unique sur la terre révèle un élément paradoxal de l'histoire intellectuelle et économique, puisque son apparition dans le discours intellectuel et politique est profondément ancrée ou issue d'un contexte d'émergence qui, comme on le verra, est un contexte de crise économique ou politique, mais il est simultanément un objet profondément théorique. Autrement dit, on ne le trouve jamais ou presque jamais mis en application à l'échelle nationale. Donc il y a un paradoxe, en tout cas il y a un hiatus entre cet enracinement dans un contexte et à la fois son absolu détachement théorique, puisqu'on ne peut pas le voir appliqué, on ne peut pas le voir dans les faits. Ce contexte d'émergence, comme je le disais, donc, est un contexte de crise. Pour ce qui est de la physiocratie au XVIIIe, on est dans une situation économique d'endettement où les banqueroutes sont fréquentes et les disettes récurrentes, avec une augmentation des inégalités. Pour le XIXe aux États-Unis, on est dans un contexte post-guerre de sécession, avec un capitalisme installé mais débridé, qui entraîne lui aussi une hausse des inégalités. Mais ce contexte d'émergence de la question fiscale et de l'impôt unique donc, qui vient sur cette question fiscale ne permet pas en fait de voir dans les faits l'application de l'impôt unique. Autrement dit, comme il n'est jamais mis en application, on ne peut le voir, on ne peut le justifier ou l'expliquer que par une doctrine qui viendrait justifier son application a priori. Autrement dit, réfléchir à la justification, qu'elle soit philosophique ou politique, de l'impôt unique sur la terre, c'est savoir jouer sur cette ligne de crête, c'est-à-dire à la fois se référer au contexte d'émergence de l'intérêt porté à la simplification des régimes fiscaux, tout en portant cette attention particulière à la doctrine ou au système économique, s'il y en a un, qui le justifie. Donc comme l'impôt unique sur la terre se manifeste comme un objet de la pensée, et uniquement en fait comme un objet de la pensée, un objet doctrinal, il convient, avant justement d'en montrer le système qui l'explique, de situer le cadre méthodologique qui permet de cerner cet objet, puisqu'on ne peut pas appliquer une méthodologie purement historique de constat de comment ça marche dans les faits un régime fiscal sur un impôt unique sur la terre. Donc cerner cet objet théorique dans ces deux périodes. Pour ce qui est de la physiocratie, puisque c'est ma part, la question qui se pose pour les physiocrates, c'est quel cadre méthodologique permet de comprendre la justification de cet impôt unique de leur côté. Donc on a deux manières de concevoir leur fiscalité. Une manière que j'appellerais externaliste, en quoi elle fonctionne, c'est une manière en fait générale qui montre l'intérêt pour la simplification fiscale au XVIIIe en général, c'est-à-dire pas seulement du côté de la physiocratie, mais en fait du côté de tous les auteurs, que ce soit ceux qui participent, qui contribuent à l'encyclopédie Diderot et d'Alembert. Bref, tous les auteurs en fait philosophiques qui montrent un intérêt pour la question fiscale vont d'une certaine manière toujours montrer un intérêt pour la simplification du régime fiscal. Donc finalement la physiocratie, de ce point de vue-là, de ce point de vue externe, n'est pas très originale. Finalement elle réplique une tournure d'esprit de l'époque qui souhaite une simplification des régimes fiscaux. Mais si on prend un autre point de vue, que j'appelle cette fois internaliste, une manière plus resserrée de concevoir la doctrine physiocratique sur elle-même, on peut voir la nouveauté dans la justification de cet impôt unique chez eux. Et c'est cette méthode-là que l'on va tenter de suivre. Néanmoins, il faut, dans un premier temps, voir d'où pourrait provenir finalement, quel est le point de départ intellectuel des physiocrates sur la question de l'impôt.
C'est un point de départ qu'on peut situer donc à l'extérieur de la constitution de leur propre doctrine, hors du cercle donc de Keynes, qui est le fondateur de la physiocratie. Et en fait, si on se pose cette question, on voit que le point de départ, c'est Locke. C'est-à-dire que l'influence externe, c'est d'abord et surtout Locke, et en particulier chez lui, le lien qu'il fait entre activité productrice et charge fiscale. On peut se référer donc à ce texte que je vais vous lire, j'espère que vous pourrez en voir une partie. Donc un texte qui fait partie des écrits monétaires en fait, de Locke, qui est publié en 1691, dans lequel il dit « Dans un pays où la principale richesse est la terre, il serait vain d'envisager que la charge publique du gouvernement se porte sur autre chose que celle-ci. C'est inéluctable. Le marchand, que voulez-vous, n'en prendra pas la charge. Le laboureur ne le peut pas, et par conséquent, c'est le propriétaire terrien qui le doit. Qu'il choisisse de s'en acquitter directement de manière à ce qu'elle soit réglée une fois pour toutes, ou de façon progressive en diminuant ses rentes, bien qu'une fois réduites, il est peu aisé de les augmenter à nouveau, c'est à lui de décider. » Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce court extrait du texte de Locke ? Il y a deux thèses. Une première thèse principale qui est d'affirmer que seule l'agriculture produit, seule l'agriculture est une activité productrice de richesse, et le corollaire qui est la seconde thèse, donc il faut que l'impôt repose sur la terre. Comme la terre est la seule à produire, il est logique, si vous voulez, que seule la charge fiscale repose uniquement sur cette activité. Et finalement, ce lien de cause à effet entre l'agriculture et la charge fiscale est repris par la physiocratie pour justifier l'impôt unique. Donc on pourrait se dire finalement, comme il y a reprise de cet élément de cause à effet, qui est typique chez Locke, de ce point de vue externe, ce qui justifierait théoriquement l'impôt unique, finalement, n'est pas très original du point de vue de la physiocratie et n'est qu'une reprise lockéenne. Autrement dit, si on veut saisir l'originalité de la justification strictement physiocratique de l'impôt unique, il faut resserrer le cadre d'analyse et partir du point de vue internaliste, qui lui va nous informer de quelque chose de nouveau ou en tout cas de différent par rapport au cadre lockéen. Quelle est justement la différence avec cette conception lockéenne ? C'est que pour Locke, l'impôt unique, s'il est nécessaire, il n'est que nécessaire empiriquement. C'est-à-dire que c'est parce que l'agriculture est l'activité majoritaire que la charge fiscale doit reposer sur l'activité majoritaire. Locke finalement regarde ce qui empiriquement se passe sous ses yeux et constate qu'il est logique, étant donné que dans un pays où la principale richesse est la terre, il serait vain d'envisager que la charge repose sur autre chose. C'est bien retranscrit par l'idiome « do what you do », qui est traduit par le marchand que voulez-vous. Le do what you do finalement reprend cette idée de nécessité contingente, finalement c'est comme ça donc on ne peut pas faire autrement. Finalement, pour les physiocrates, la justification est différente puisque l'impôt sur la terre est motivé par une nécessité, mais cette nécessité-là n'est pas du tout contingente. C'est-à-dire qu'il est impossible dans l'ordre naturel physiocratique, comme on le verra, que la richesse soit produite par autre chose que par la terre. Autrement dit, la nécessité qui justifie de faire reposer l'impôt sur la terre provient de nécessités qui, elles, ne sont pas empiriques ou historiques, mais qui sont bien théoriques, économiques, voire, on le verra, anthropologiques. Et donc, ce qui est intéressant avec la physiocratie, c'est justement de questionner ces nécessités-là et se poser la question de savoir à quels préjugés philosophiques, anthropologiques, voire épistémologiques, on peut relier cette doctrine de l'impôt unique. Alors pour ce qui est de Henry George, donc on se situe à la fin du 19e siècle aux États-Unis. Là encore, le contexte est essentiel pour comprendre vraiment dans quel système de pensée va émerger cette volonté de créer un impôt unique sur la terre. C'est le contexte qui suit la guerre de sécession aux États-Unis, qui est marqué à la fois par un essor important du capitalisme et dans une façon complètement débridée et très inégalitaire, c'est ce qu'on appelle le Gilded Age ou l'âge d'or, et parallèlement un courant de pensée très égalitaire qui va naître, qui va lutter contre les monopoles et qui va parcourir à la fois des mouvements politiques, notamment pour le droit de vote des femmes, ou encore des mouvements d'orientation plutôt politique, comme les Grange du côté du monde agricole ou les Chevaliers du Travail du côté des ouvriers. Et le mouvement georgiste, donc du nom de Henry George, ou le mouvement single tax, ce qui veut dire impôt unique, s'inscrit en fait dans ce mouvement de pensée égalitaire aux États-Unis.
Alors lui-même va parfois, vous pourrez trouver qu'il est considéré comme socialiste. En réalité, c'est davantage un libéral qui va être confronté à la question sociale et à une situation où il y a une contradiction entre le phénomène et les conjectures du libéralisme. Son ouvrage sur lequel je vais m'appuyer, donc la traduction c'est Progrès et pauvreté, il est paru initialement en 1879, s'ouvre en fait sur un paradoxe qui est celui de l'accroissement parallèle entre le progrès matériel, l'enrichissement et d'un autre côté la pauvreté généralisée dans la société. Et donc son travail est à la fois la volonté de résoudre théoriquement ce paradoxe, comment expliquer que progrès et pauvreté sont liés, et en même temps élaborer une résolution pratique, ce qu'il appelle un remède, et ce remède c'est l'impôt unique sur la terre. Selon Henry George, la single tax, l'impôt unique, peut garantir l'égalité, dans ce sens il fait le lien avec le socialisme, et la liberté, réconcilier le travail et le capital, promouvoir le libre-échange et la liberté économique, en définitive, associer cette fois-ci le progrès avec l'enrichissement de tous. Là encore, le lien avec Locke est essentiel, puisque la justification fondamentale de la propriété foncière chez Locke vient du droit naturel à bénéficier des fruits de son travail et à ce que ce bénéfice soit sécurisé, garanti, donc qu'on puisse jouir également de la propriété du sol sur lequel on effectue ce travail. Le problème est la disparité dans cette répartition de la terre, qui est en quantité finie, et l'enrichissement des uns peut créer un monopole sur la possession de cette terre qui va contrevenir à la possibilité pour certains de jouir de leur droit naturel à pouvoir travailler le sol. Donc une inégale répartition en fait de la terre. Et Locke avait perçu ce problème dans sa philosophie sans vraiment le résoudre, le problème étant de savoir s'il faut défendre le possédant ou défendre l'égal accès aux ressources, puisque c'est le droit naturel de l'homme de pouvoir avoir accès à ses ressources pour travailler et bénéficier des ressources légitimes produites par son travail. Et en fait, c'est tout l'enjeu de la thèse d'Henry George et de sa single tax, de son impôt unique, c'est comment résoudre le problème qui est un des problèmes fondamentaux du libéralisme économique, c'est-à-dire pouvoir garantir le libéralisme économique sans le remettre en cause, et donc comment gérer ce problème de la propriété privée sur le sol. Et en fait, les deux exemples qu'on va essayer de mettre en perspective et de vous présenter ici, ça revient à réfléchir sur le rapport ambivalent de la théorie libérale avec la propriété foncière, qui sont souvent deux éléments qui sont liés, et de fait, ils le sont, mais qui, tout de même, entretiennent des rapports plus ambivalent qu'il peut y paraître a priori. Donc l'intervention va être en trois moments. Un premier moment, on a choisi un ordre chronologique, un premier moment qui sera sur les justifications physiocratiques de l'impôt unique sur la terre. Ensuite, donc, la résolution de ce paradoxe du libéralisme par l'impôt unique, par la single tax. Et un dernier moment qui sera plus une conclusion qu'une partie, où on va confronter ces deux impôts uniques dans ce qu'ils ont notamment de différents. Donc, les justifications physiocratiques de l'impôt unique sur la terre. Notre point de départ consiste à regarder la doctrine physiocratique comme elle s'est elle-même identifiée, c'est-à-dire comme un système, comme une doctrine avec une cohérence interne, et c'est justement cette cohérence interne qui va nous permettre de situer la question fiscale et la place singulière de l'impôt dans ce système économique qui est peut-être un des premiers systèmes économiques, avec plein de guillemets, puisque les physiocrates au XVIIIe sont appelés les économistes et sont les premiers à réfléchir finalement à l'économie comme, d'une certaine manière, une discipline à part, et participe évidemment de tout le mouvement de définition, de détermination de ce qu'est l'économie politique au XVIIIe. Mais on touche déjà une première difficulté si on prend ce point de vue-là, le point de vue de la doctrine et de la cohérence interne de la doctrine, parce que finalement, la difficulté, c'est l'uniformité supposée du courant physiocratique. Et en particulier en ce qui concerne la question fiscale. Puisqu'en réalité, on peut distinguer trois moments distincts dans la théorisation de l'impôt, et notamment de l'impôt unique sur la terre. Un premier moment,
qui est celui en fait de la formulation initiale de la physiocratie en général par Quesnay, donc dans 2 écrits qui sont les articles Grain et Fermier qu'il publie dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et d'autre part, en 1760, le texte de Mirabeau, Théorie de l'impôt. On peut noter que Quesnay avait rédigé un article de l'encyclopédie, enfin un article pour l'encyclopédie qui s'intitulait Impôt, justement, mais qui n'a pas été publié, et qui finalement, quand il est publié au début du XXe siècle, on constate qu'il est très peu doctrinal à l'époque où il l'a écrit, et peu rigoureux, puisqu'il n'aboutit pas à l'impôt unique, qui sera ensuite un des points fondamentaux de la physiocratie, et en plus il conserve certaines taxes indirectes qui sont critiquées par la physiocratie. Par contre, chez Mirabeau, donc dans Théorie de l'impôt, on a une forme un peu plus élaborée de la question fiscale, mais néanmoins très peu originale à l'époque, puisqu'elle consiste tout simplement à critiquer le système fiscal en place et la multiplication et la complexité des régimes fiscaux. On a un deuxième moment qui est le moment, un moment un peu de rigidification de la doctrine. Pourquoi ? Parce que déjà dans l'ordre historique, on a en 1664 la libéralisation du commerce des blés, qui est en fait le point, le nœud politique et économique de l'époque, puisque les physiocrates militaient auprès de la cour pour libéraliser le commerce des blés. Donc enfin ils obtiennent gain de cause d'une certaine manière, et en même temps on a la publication de l'ordre naturel et essentiel des sociétés de Le Mercier de la Rivière, qui est un physiocrate et qui est là pour le coup un vrai exposé très systématique de toute la doctrine physiocratique. La question de l'impôt évidemment est traitée d'une manière beaucoup plus doctrinale dans cet écrit. Ce moment-là est aussi le moment des controverses à l'intérieur et à l'extérieur du mouvement physiocratique, parce que des personnalités qui étaient assez proches du mouvement physiocratique vont se séparer de cette thèse extrêmement rigide, comme on le verra, qui critique l'industrie, enfin en tout cas qui critique le colbertisme et qui définit la richesse uniquement du côté de l'agriculture. Donc on a des gens comme Forbonnet par exemple ou comme Grasselin qui vont se séparer de la physiocratie à ce moment-là. Et on a un dernier moment qui est un moment de clôture un peu de la doctrine, avec Mirabeau qui revient sur sa théorie de l'impôt et qui corrige finalement l'aspect doctrinal qui manquait à la première formulation de son traité, dans lequel il ajoute justement les fondements philosophiques et politiques qui vont nous intéresser. Et enfin, en 1779, Le Trogne qui va aménager, on va dire, la thèse physiocratique en modifiant certains aspects économiques du fait en fait de l'échec total de l'application de certains points de la thèse physiocratique, notamment la libéralisation du commerce des blés qui va échouer. Et donc finalement il y a un souci de réalisme qui force à aménager la thèse. Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit en fait une construction doctrinale qui est progressive, pas une unité, l'unité n'est pas donnée d'emblée, et l'orthodoxie finalement se met en place graduellement, avec un premier moment qui est un moment critique, mais peu théorique, un moment de rigidification qui va forcément créer la controverse, et enfin un moment d'aménagement et qui est poussé par un souci de réalisme. Ce qu'on constate, en fait, c'est le hiatus qui nous avait occupé dès l'introduction entre la doctrine et l'application, entre la théorie et la pratique, d'une certaine manière. La libéralisation des grains est un échec, et les très rares endroits où l'impôt unique sur la terre a été mis en place, les résultats économiques sont catastrophiques, ce qui fait qu'on est obligé de revenir à une réforme fiscale très rapidement. Le seul endroit où ça a été mis en place en réalité, c'est au margravia de Bade, c'est-à-dire Outre-Rhin, donc pas dans le royaume, qui est finalement en fait une espèce de laboratoire d'expérience physiocratique qui évidemment échoue, notamment pour ce qui est de l'impôt unique. Donc finalement, comme on n'a pas l'application, ou que l'application est rare et décevante, on est obligé de rentrer, si vous voulez, dans la question de l'impôt unique par la doctrine, et uniquement par la doctrine, qui va expliquer ou justifier cet impôt unique sur la terre. Si on part de la doctrine, il faut considérer alors la fiscalité comme une partie
intégrante d'un système économique plus global, dont la formulation finalement est donnée d'une manière assez célèbre par Vincent de Gournay dans cette expression « laisser faire les hommes, laisser passer les marchandises ». On retient de la physiocratie cette expression, et en fait de cette expression on retient surtout l'affirmation libérale des physiocrates, qui a fait penser longtemps que les physiocrates étaient les premiers théoriciens du libéralisme économique. En effet, la physiocratie exhorte à la libéralisation du commerce, et notamment du commerce des grains, en justifiant cette affirmation par le principe spontané de la concurrence, qui permettra d'obtenir le bon prix et d'éviter les disettes. Le principe de la concurrence, en réalité, n'est pas d'abord de teneur libérale. Le principe de la concurrence est en réalité justifié par des raisons qui sont hétéronomes à l'économie. Elles ne sont pas d'abord économiques. C'est-à-dire ce qui pousse au libéralisme ou à l'affirmation libérale laisser faire, laisser passer, en réalité est justifié par des raisons qui sont naturelles. On pourrait dire physiques, voire métaphysiques, comme on va le voir. En effet, la physiocratie, comme son nom l'indique, est le pouvoir de la nature, et en fait, cette physiocratie se fonde sur l'affirmation d'un ordre naturel, que finalement la multiplication des règlements, des taxes, tout le protectionnisme mercantiliste de l'époque et d'une manière générale toute politique artificielle d'administration contraignante va venir dérégler. L'ordre naturel est spontané et l'artifice politique, notamment l'artifice politique économique, va venir dérégler cet ordre naturel s'il ne s'y conforme pas. Ça, c'est la thèse principale, primitive, si vous voulez, de la physiocratie. Donc il faut être attentif à ce qu'on fait dire au système physiocratique. C'est-à-dire que l'affirmation libérale, laisser faire, laisser passer, n'est pas d'abord économique, comme elle l'est chez Smith par exemple. Elle est une conséquence, cette affirmation libérale, d'un ordre naturel qui est l'affirmation fondamentale et première de la physiocratie. Donc nous, il faut qu'on parte, si vous voulez, de cet ordre naturel, puisque l'ordre économique doit se conformer à cet ordre naturel. Donc il faut réussir à saisir l'ordre naturel pour comprendre la place qu'ensuite va avoir l'impôt et la fiscalité dans l'ordre économique qui doit lui en être la réplique, si vous voulez. Donc si on part de cet ordre naturel, on doit en trouver la description dans les textes physiocratiques, et on va se référer en premier lieu au texte fondateur, si vous voulez, de la physiocratie, qui est donc l'article Grain de Quesnay, qui est publié dans l'Encyclopédie en 1757. Que nous dit Quesnay dans cet article ? Il affirme, je cite, « L'agriculture, la plus féconde et la plus noble partie de notre commerce, la source des revenus du royaume, n'a pas été envisagée comme le fond primitif de nos richesses. Elle n'a paru intéresser que le fermier et le paysan. On a borné leurs travaux à la subsistance de la nation, qui, par l'achat des denrées, paye les dépenses de la culture. Et on a cru que c'était un commerce ou un trafic établi sur l'industrie qui devait apporter l'or et l'argent dans le royaume. » Donc, que nous dit Quesnay ? Il affirme, ce qu'on trouvait déjà chez Locke d'une certaine manière, que l'ordre naturel est fondé sur la terre et que seule la terre produit. La terre, si vous voulez, il y a une définition exclusive de la richesse du côté de la terre et de l'activité agricole. Mais ce qui diffère de Locke, comme on le verra, c'est que la terre dans la physiocratie occupe une place qu'on pourrait appeler presque métaphysique, parce qu'elle produit en abondance. La question, il y a comme un mythe, si vous voulez, de la prodigalité terrestre, qui fait que la Terre est un miracle, en fait. Un miracle, un don divin pour les physiocrates, qui produit sans que l'activité agricole ou que le processus historique, si vous voulez, y soit pour quelque chose. Donc il faut bien être attentif à la place de la Terre dans la physiocratie, puisqu'on va le discuter ensuite. Cette place de la Terre ne provient pas d'un processus économique historique qui met en place cette activité comme activité majoritaire, mais bien comme un a priori théorique, métaphysique, lié à cet ordre naturel spontané. Et on voit bien dans ce texte aussi la critique sous-jacente du mercantilisme et du colbertisme, notamment en fait de Colbert, qui a, si vous voulez, tablé sur l'industrie et les manufactures pour les physiocrates aux dépens de l'activité agricole.
Une fois l'affirmation de cet ordre naturel qui est d'abord et avant tout fondé sur la terre comme seule activité productrice, quelle est la place de l'impôt dans ce système ? Comme la terre est l'activité qui produit, elle va multiplier des richesses. Et en multipliant les richesses, elle va permettre de dégager ce que les physiocrates appellent le produit net. Le produit net, c'est un vocable du lexique économique physiocratique qui naît avec la physiocratie et qui disparaît avec la physiocratie. Et il désigne la richesse produite une fois les avances sur la terre soustraites, c'est-à-dire le bétail, les machines, les grains, etc. Une fois ces avances soustraites, vous pouvez dégager un produit net qui est en fait le revenu, si vous voulez, le revenu de l'activité agricole. Et ce produit net, il va ensuite circuler dans le corps social, donc dans le commerce intérieur, dans le commerce extérieur, et en dernier lieu, dans l'industrie et les manufactures. Et en fait, en circulant, puisqu'il faut qu'il circule, il va produire, si vous voulez, les revenus pour tout le monde et la richesse pour tout le monde. Ce qu'on voit en fait dans ce schéma, c'est que peu importe où vous placez la charge fiscale, de toute façon, elle sera toujours supportée par la terre. Comme la terre est la seule activité qui produit, si vous voulez, le seul agent économique, si on pouvait en faire un agent économique, c'est le seul qui produit. Donc peu importe ensuite où vous placez la charge fiscale, où vous la multipliez, de toute façon, c'est la terre qui va supporter cette charge. Donc, pour les physiocrates, il est préférable de taxer directement ce fonds plutôt qu'indirectement, comme on le verra. Ce qu'on peut voir, c'est que la justification de l'impôt, du coup, sur la terre, est d'abord une justification logique. Pourquoi elle est logique ? Parce qu'elle provient tout simplement de cet ordre naturel et de la manière dont l'ordre naturel se déploie, de la terre jusqu'ensuite aux activités humaines. Ce qui est important, c'est que c'est ce rapport en fait logique entre définition exclusive de la richesse du côté de la terre et donc nécessairement charge exclusive de l'impôt sur la terre. Donc si vous voulez, à l'exclusivité de la richesse par la terre correspond l'exclusivité de la charge publique. Et c'est seulement ensuite que la justification de l'impôt unique est à proprement parler une justification économique. En tout cas que l'impôt unique est justifié économiquement. Il est d'abord justifié logiquement et ensuite seulement il est justifié économiquement. Il est justifié économiquement à deux endroits, dans le fameux tableau économique de Quesnay qui est publié en 1759 et qui donne pour la première fois, je dirais pour la première fois dans l'histoire intellectuelle de l'économie, une description en macroéconomie du produit net. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Quesnay, dans un tableau extrêmement obscur, va calculer le produit net qui est capable de produire le royaume de France, en modifiant la petite culture par la grande culture, en changeant les bœufs par des chevaux, etc. On est capable pour Quesnay de produire 2 milliards. Et il calcule simultanément, toujours en macroéconomie, quels sont les besoins publics. Et il calcule ces besoins à 600 millions. Autrement dit, le calcul est facile. Si vous voulez répondre aux besoins publics, vous taxez à 33% la terre, et uniquement la terre, et vous comblez comme ça les besoins publics. Donc ça, c'est la première justification économique, à proprement parler économique, puisqu'elle se donne en termes macroéconomiques. La deuxième justification, elle est donnée par Turgot, qui s'est converti à la physiocratie, et qui, lui, va dire, si on place cet impôt unique de 33% sur la terre, on va pouvoir limiter les effets de la dépense publique. Et là, pour le coup, c'est une affirmation économique qui est fondamentalement libérale. C'est la non-intervention de l'État qui est souhaitée par les physiocrates. Pourquoi ? Parce que finalement, si vous limitez la recette aux besoins, c'est-à-dire 33%, parce que 33% de 2 milliards, ça fait grosso modo 660 millions, du coup, la marge de manœuvre du fisc est très très faible. Donc vous limitez les possibilités de l'État d'intervenir, puisque financièrement, il ne reçoit que ce dont il a besoin pour le corps public, si vous voulez. Donc deux justifications, la justification macroéconomique de Quesnay et la justification ultralibérale de Turgot. Mais qui sont des secondes justifications, si vous voulez, dans l'ordre, puisque c'est d'abord l'ordre naturel qui vient justifier logiquement l'unicité de l'impôt.
La difficulté, une fois maintenant qu'on a ce tableau général et une première justification, si vous voulez, de l'impôt-unique chez les physiocrates, c'est la question de cet ordre naturel. Parce que finalement, l'ordre naturel semble davantage affirmé que démontré par la physiocratie, et in fine, l'impôt-unique, lui aussi, comme il dépend de cette justification, semble avoir peu de valeur positive, c'est-à-dire scientifique. Donc la question qu'on doit se poser, c'est de savoir si il y a une véritable justification épistémologique, scientifique, de l'impôt unique. Est-ce que les physiocrates ont une méthode d'appréhension scientifique positive de l'impôt? On pourrait concevoir l'exhortation à l'impôt unique d'une manière externe, comme je l'avais dit, en considérant tout simplement que l'exhortation à l'unicité de l'impôt provient tout simplement d'une justification négative qui est de se proposer contre la multiplication des taxes. Ce qui est en fait finalement une tournure d'esprit extrêmement commune à l'époque. Des penseurs aussi éloignés que Voltaire et Rousseau sont tous les deux pour une simplification des charges du système fiscal. Donc finalement, cette justification négative, elle est peu originale, si vous voulez. Nous, ce qu'on cherche à obtenir, c'est justement une justification positive qui donne un critère, finalement, à l'impôt unique sur la terre. La difficulté consiste, encore une fois, dans le fait que l'ordre naturel n'est pas démontré, mais affirmé. Sauf que, si on ne peut pas saisir cognitivement, si vous voulez, l'ordre naturel, s'il est seulement affirmé par la physiocratie, l'impôt unique, lui aussi, va subir cette espèce de précarité justificative. Donc on doit réussir à saisir l'ordre naturel positivement pour ensuite, in fine, saisir la justification positive, elle aussi, de l'impôt unique. Donc si on répond à la question de la connaissance de l'ordre naturel, comment on connaît l'ordre naturel, on peut répondre à la question de savoir pourquoi l'impôt unique est nécessaire. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'exhortation à la simplicité du système fiscal est seulement appelée par cette tournure de l'esprit très commune à l'époque, qui est de considérer qu'il vaut mieux simplifier que complexifier, ou est-ce qu'il y a une épistémologie particulière qui permette de saisir cet ordre naturel? Je fais le pari avec vous qu'il y en a une, et cette épistémologie, c'est en fait l'épistémologie de l'évidence. Le critère cognitif que l'on va pouvoir trouver dans la doctrine physiocratique, c'est l'évidence. C'est par l'évidence qu'on va connaître l'ordre naturel, et donc l'impôt unique va devenir évident dans tous les sens du terme. Pourquoi cette thèse est légitime? Tout simplement parce que Quesnay écrit un article qui s'appelle « Évidence » dans l'encyclopédie, et qu'on peut trouver dans cet article, finalement, le fondement de ce qu'on pourrait appeler une épistémologie physiocratique, qui, en fait, puisque l'article, en fait, finalement, ne cherche pas seulement à définir génériquement l'évidence, mais cherche à soutenir une thèse à la question « Comment connaître ?» Comment connaître, et pour ce qui nous intéresse, comment saisir, comment connaître l'ordre naturel. Alors, évidence, évidemment, on pourrait voir ici une reprise de la méthode cartésienne, qui fait de l'évidence le principe le plus sûr de la connaissance. Mais en réalité, si Quesnay reprend formellement la force de l'évidence et la place de l'évidence dans le système de connaissance, en réalité, il est radicalement opposé à la conception cartésienne de la connaissance. On peut le voir dans un premier moment, donc il y a le paragraphe 2 de cet article, où il affirme: il est certain que la propriété de sentir est une propriété passive par laquelle notre être sensitif se sent lui-même et par laquelle il est assuré de son existence lorsqu'il est affecté de sensations. Donc évidemment, c'est profondément anticartésien, puisque Descartes place l'assurance de l'existence, si vous voulez, dans l'effort intellectuel, en fait, dans l'étoffe intellective, tandis que là, l'existence est d'étoffe sensible. C'est dans la sensation qu'on est assuré de son être, c'est-à-dire que c'est dans la matière en fait qu'on peut constater l'évidence de son existence, l'assurance de son existence, sensation qui était la première à être supprimée, condamnée par le système cartésien. Donc existence assurée par la matière, et aussi simplicité de la sensation à l'égard du caractère composé de l'idée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Quesnay montre que la sensation, c'est l'élément atomique de la connaissance.
c'est l'élément simple, et l'idée, elle, l'intellection, elle, va être le composé de ces idées simples. On retrouve ici le modèle épistémologique de Locke, et peut-être aussi plus précisément le modèle sensualiste de Condillac, dans lequel les idées simples sont les sensations, et qu'on peut, à partir de ces idées simples, composer jusqu'à l'abstraction, etc. Est donc évident ce qui est sensible, du fait notamment de sa simplicité. Premier élément d'épistémologie physiocratique. Mais Quesnay va beaucoup plus loin, donc dans le paragraphe 24 du même article, quand il affirme qu'il y a entre les sensations et les objets, et entre les sensations mêmes, des rapports certains et constants qui nous instruisent sûrement des rapports que les objets ont entre eux, et des rapports qu'il y a entre ces objets et nous. D'où résulte une évidence ou une certitude de connaissance à laquelle nous ne pouvons nous refuser, et par laquelle nous sommes continuellement instruits des sensations agréables que nous pouvons nous procurer et des sensations désagréables que nous voulons éviter. C'est dans cette correspondance que consistent, dans l'ordre naturel, les règles de notre conduite, nos intérêts, notre science, notre bonheur, notre malheur, et les motifs qui forment et dirigent nos volontés. Qu'est-ce qu'il affirme ? Il affirme ici que l'intuition sensible, cette évidence sensible qui est l'atome de la connaissance, si vous voulez, permet de saisir l'ordre naturel. L'ordre naturel est donc cette chose simple qui nous frappe de son évidence, et le corollaire de cette première évidence, c'est l'intérêt que l'on a dans cet ordre naturel, c'est-à-dire tout simplement le fait que j'ai des sensations agréables vers lesquelles je suis porté et des sensations désagréables que je souhaite éviter. L'évidence est donc d'étoffe sensible, et elle fait apparaître les règles de conduite et les règles de l'ordre naturel. Ces règles sont ces rapports certains et constants qui nous instruisent sûrement des rapports que les objets ont entre eux, etc. Et cette expression, en fait, rapport certain et constant, c'est peut-être une reprise de l'expression de Descartes, établir quelque chose de ferme et de constant dans les sciences, puisque l'objectif est le même, mais vous voyez, le modèle épistémologique, lui, pour le coup, diffère beaucoup. Et donc c'est à travers cette intuition sensible et dans ces rapports constants que j'ai avec l'objet agréable ou avec l'objet désagréable que je vois mon intérêt qui est ici compris d'une manière économique, profondément économique. J'ai un intérêt à consommer tel objet parce qu'il me procure une sensation agréable, ou à éviter de consommer tel autre parce qu'il me procure une sensation désagréable, etc. Donc on voit en fait que le modèle épistémologique va nous fournir une justification de l'impôt, in fine de l'impôt, en deux temps. Le premier temps de la justification, c'est la saisie de l'ordre. L'évidence, le cadre épistémologique, me permet de saisir l'ordre naturel, donc on a un caractère positif à la saisie de l'ordre naturel. L'impôt unique devient évident, car l'ordre naturel est lui-même évident, et dans cet ordre naturel, je vois évidemment mon intérêt. Et mon intérêt est dans l'impôt unique. Et la deuxième justification, elle est plus méta, si vous voulez, méta-épistémologique. Il est d'affirmer en fait tout simplement que le simple est plus avantageux que le composé. On est plus sûr du simple que du composé dans ce système épistémologique. Si on remplace le bien et le mal par le vrai et le faux, en fait finalement dans le système épistémologique, on s'aperçoit que on est plus sûr d'être dans le vrai quand on est du côté des intuitions sensibles, c'est-à-dire qu'on est du côté du simple. Autrement dit, la physiocratie va faire glisser la valeur épistémologique de la simplicité dans une valeur morale politique et, in fine, économique. Il vaut mieux un impôt simple qu'une multiplication excessive des régimes fiscaux. Et là, on retrouve en fait la tournure du temps, finalement, la tournure très 18e, où on cherche à simplifier à la fois les modèles épistémologiques, mais aussi, pour le coup, les systèmes fiscaux. Donc l'unicité de l'impôt, in fine, favorise un bon fonctionnement du fisc et du prélèvement. Arrivé à ce terme de la réflexion, on dispose donc de deux sortes de justifications complémentaires de l'impôt unique. Une justification qui est une justification systématique, une justification logique, issue donc de cet ordre naturel, et ensuite une justification épistémologique qui est celle donc de l'évidence, l'ordre naturel comme étant évident et la place de l'impôt étant évident lui aussi. Est-ce que ces deux justifications sont typiquement lockéennes ? Est-ce que finalement,
tout cet effort de justification physiocratique n'est-il pas seulement une réplique de la pensée lockéenne? On retrouve évidemment avec Locke cette idée que seule la richesse, si vous voulez, est produite par la terre, et que la conséquence, comme je l'ai dit, est qu'elle doit supporter la charge fiscale. De la même manière, on peut continuer, si vous voulez, filer cette analogie en affirmant que le système épistémologique des physiocrates est profondément lockéen, profondément empirique. On le voit dans Évidence de Quesnay, mais on le voit surtout dans l'article Existence de Turgot, dans lequel finalement Turgot va montrer que nous, en tant que corps, et les corps, la matière, sont assurés de leur existence par la sensation. Et il n'y a rien finalement dans nos idées qui ne proviennent d'abord des sens, si on devait reprendre la formulation strictement lockéenne. Donc est-ce qu'on peut maintenir cette analogie jusqu'au bout? Est-ce que finalement la méthode internaliste ne nous a pas trompés en nous promettant une originalité physiocratique sur la justification fiscale, alors qu'en réalité elle peut être tout simplement issue de la pensée lockéenne? En réalité, il y a une limite à cette analogie avec Locke, et la limite elle est anthropologique. En fait, c'est sur la définition de l'homme et dans son rapport à la production de richesse que la séparation avec Locke va être vive. Pourquoi? Parce que chez Locke, si vous voulez, cette thèse-là qui affirme que seule la terre produit et donc l'impôt doit porter sur la terre, il faut aller, si vous voulez, en amont de cette thèse-là pour comprendre la séparation avec la physiocratie. La différence est sur la définition de la richesse. Chez Locke, la richesse n'est pas de la terre en soi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une valeur intrinsèque à la terre qui fait qu'elle est elle est spontanément quelque chose qui produit, un agent économique qui produit de la richesse. D'ailleurs, l'agent économique, chez Locke, c'est l'homme. Autrement dit, si on se réfère au second traité du gouvernement civil, Locke nous dit bien que ce que je travaille obtient quelque chose de plus que l'état dans lequel les choses étaient avant l'effort que je fais sur la chose. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs très célèbrement la propriété privée chez Locke. Autrement dit, c'est bien mon travail, mon effort sur la terre qui va donner une valeur à la terre. Et c'est parce que majoritairement la praxis humaine est agricole que la charge fiscale doit reposer sur la terre. La richesse chez Locke, c'est donc l'effort que je fais pour obtenir un bien. A l'inverse, chez les physiocrates, c'est la terre qui produit. Mais c'est la terre qui produit, non pas dans un sens métaphorique, dans un sens littéral. L'ordre naturel est fondé sur la terre parce que la terre produit. L'homme n'est pas un producteur chez les physiocrates. L'homme est un consommateur. Et c'est une anthropologie qu'on appelle celle du procès de l'homme. Pourquoi le procès de l'homme? Parce que l'homme ne produit rien. L'homme coûte. Il coûte cher. Et la terre, si vous voulez, est là pour le nourrir. Mais lui ne sert à rien d'une certaine manière, si vous voulez. Donc on a une anthropologie qui est particulière dans la physiocratie, qui est largement pessimiste, dans laquelle la valeur du bien ne dépend pas de l'effort de l'homme ou de la main humaine. C'est la terre qui justement va avoir une valeur intrinsèque. Et cette valeur qu'on peut qualifier de métaphysique en fait, parce qu'elle n'est pas d'abord dépendante d'une praxis, ne provient pas du travail ou d'une contingence historique et matérielle qui fait que l'agriculture est l'activité majoritaire. Autrement dit, chez les physiocrates, la justification de l'impôt unique sur la terre prend une envergure nouvelle, parce que pour Locke, on pourrait dire que l'impôt unique sur la terre est un impératif contingent. Il est un impératif de fait parce que la richesse provient du travail agricole, mais contingent parce que c'est la situation économique et historique qui fait que l'agriculture est l'activité majoritaire. Je ne dis pas là que Locke a anticipé la révolution industrielle, mais en tout cas, l'impôt unique sur la terre est appelé par une réalité matérielle et pas d'abord par une valeur intrinsèque de la terre. Pour les physiocrates, l'impôt unique n'a pas cette contingence, justement. Il est inconcevable dans le système de Quesnay, ou du cercle de Quesnay, que la richesse puisse provenir d'ailleurs que de la terre, puisqu'elle contient exclusivement le privilège productif.
Autrement dit, même si on déplace l'activité économique humaine, typiquement comme l'a fait Colbert, en misant sur les manufactures et sur l'industrie, il déplace, si vous voulez, le curseur de l'économie, de l'activité économique. Même si on déplace l'activité économique humaine du côté de la manufacture, on ne déplace pas le lieu de production de la richesse pour les physiocrates. Au contraire, on crée un hiatus. Parce que l'ordre économique doit se conformer à l'ordre naturel. Donc si c'est la terre qui produit, il faut mettre un point d'honneur, si vous voulez, à réformer l'agriculture et à transformer la petite culture en grande culture. Mais la manufacture est un intérêt politique, si vous voulez, ou économique de second ordre. Puisque si on est Colbert, si on fait du colbertisme, on crée un hiatus dans la conformité entre ces deux ordres. Et finalement, en dernière analyse, cette anthropologie du procès de l'homme nous fait mieux comprendre justement les critiques adressées au colbertisme et au mercantilisme en général. Si on reprend un extrait de l'article Grain de Quesnay, il affirme « Les travaux d'industrie ne multiplient pas les richesses. Les travaux de l'agriculture dédommagent des frais, payent la main-d'œuvre de la culture, procurent des gains aux laboureurs, et de plus, ils produisent les revenus des biens-fonds. Ceux qui achètent les ouvrages d'industrie payent les frais, la main-d'œuvre et le gain des marchands. Mais ces ouvrages ne produisent aucun revenu au-delà. Ainsi, toutes les dépenses d'ouvrages d'industrie ne se tirent que du revenu des biens-fonds, car les travaux qui ne produisent point de revenus ne peuvent exister que par les richesses de ceux qui les payent. » Qu'est-ce qu'il affirme dans ce court texte ? Que l'opposition, en fait, entre les manufactures, entre l'industrie et l'agriculture est possible parce qu'on ne parle pas de valeur travail. Parce que si on parlait de valeur travail, alors du coup, on pourrait comparer, si vous voulez, on pourrait déplacer l'activité économique. Pour Quesnay, on ne peut pas déplacer la richesse d'une activité à une autre. Donc l'industrie ne fait que coûter pour Quesnay. Elle ne produit rien. Le commerce des produits manufacturés est un jeu à somme nulle, finalement, où les profits n'en sont pas, puisqu'ils servent seulement à payer les salaires. Et il n'y a rien, si vous voulez, qui puisse être appelé produit net dans le cas de l'industrie. Donc la richesse de l'industrie, s'il y en a une, si on croit qu'il y en a une, notamment dans les villes, en réalité, elle provient toujours de la terre. Finalement, dans le modèle physiocratique, l'homme apparaît comme un agent économique paradoxal. Pourquoi paradoxal ? Parce que il est à la fois un sujet fort, un sujet économique fort. Pourquoi ? Parce que il y a effectivement une exhortation à la liberté, d'où le fait qu'on ait qualifié la physiocratie de libéralisme. Il y a la nécessité d'une liberté humaine comprise politiquement et surtout économiquement, et cette liberté va venir vivifier le corps social, parce que quand elle n'est pas entravée par une politique mercantiliste, finalement, elle permet de dégager un produit net qui profite à tout le monde. Et ces entraves, finalement, à la liberté sont contre nature, mais au sens fort, c'est-à-dire contre la nature, contre l'ordre naturel, qui est spontané et qui doit simplement avoir sa réplique dans l'ordre moral. Donc un sujet fort, mais en même temps, le dépassement de l'homme par un produit net qui ne provient pas du sujet fort, qui ne provient pas du sujet qui travaille, mais qui provient en fait de la terre et de l'homme. Du coup, l'impôt unique, si vous voulez, il est justifié d'abord par cet ordre naturel, et uniquement ensuite, il obtient économiquement sa valeur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas surdéterminer la valeur libérale de l'impôt unique sur la terre chez les physiocrates. Alors, la grande nuance entre les physiocrates et Henry George, c'est que les physiocrates sont bel et bien considérés comme des libéraux, mais ils ne sont pas dans un système qui est libéral. Or, Henry George, lui, est confronté aux États-Unis à un système économique où, si on accepte le commerce international, le libéralisme économique est mis en place. Et donc sa théorie, celle de la single tax, de l'impôt unique sur la terre, est élaborée dans les années 1870, avec d'abord un premier ouvrage, Our Land and Land Policy, qui est un petit pamphlet qui réfléchit au monopole sur la terre qui se développe et comment le supprimer, et par un deuxième ouvrage bien plus important, Progrès et pauvreté, qui paraît en 1879. Et c'est vraiment cet ouvrage qui est central, puisque c'est celui-ci qui va proposer le remède à l'inégalité
qui maintiendrait un progrès économique, c'est-à-dire cet impôt unique sur la terre. Sa réflexion démarre d'un paradoxe qu'il remarque, que j'avais présenté auparavant, qui est que au XIXe siècle, on a une croyance en ce que le progrès économique va bénéficier à tous, il va abaisser la peine que les hommes vont avoir au travail et va permettre d'accéder au bonheur. Je vous rappelle que c'est dans la Constitution pour les États-Unis. Or, ce qu'il se passe à la fin du XIXe siècle, en tout cas ce que Henry George remarque, c'est la crise économique, le chômage et le paupérisme qui se développent. Il y a donc un problème, le progrès et la pauvreté sont liés, et il essaye de comprendre quelle loi peut expliquer ce paradoxe, entendre ici une loi économique qui doit être étudiée, selon lui, comme une loi physique. L'économie est entendue, en ce sens, il est très fidèle à ce qu'on appelle l'école classique, puisqu'il pense l'économie comme une science naturelle. Alors quelques mots sur le cadre qui lui fait penser à tout cela, c'est d'abord la fin de la conquête de l'Ouest aux États-Unis, le moment où la frontière atteint le Pacifique et où, aux États-Unis, on se rend compte également que la Terre n'est pas infinie. Il y a des limites et ce pays colonisable à souhait va trouver ses limites. L'autre point, c'est ce qu'on appelle le Gilded Age, qui est la période de la fin de la guerre de sécession au début du XXe siècle, où le capitalisme est roi, où les terres notamment sont accaparées par des grandes firmes, notamment les firmes du chemin de fer, où on a un ensemble de trusts qui se fondent, et où une majorité de la population, aussi bien agricole que ouvrière, est dans une situation assez critique économiquement, dans un cadre en plus de crise économique assez forte qui marque la fin du XIXe siècle. Et Henry George va être témoin de cette situation, puisqu'il va participer à la ruée vers l'or en Californie, et il va connaître la situation dans l'Ouest, puis à New York, puisqu'il va changer de côte entre-temps. Et face à cette situation qu'il observe, il va développer une pensée qui est assez originale, et qui est exprimé ainsi dans la préface de son ouvrage. Il veut unir la vérité perçue par l'école de Smith et Ricardo à la vérité perçue par l'école de Proudhon et Lassalle. C'est de montrer que le laisser-faire, avec sa véritable et noble signification, ouvre la voie à la réalisation des nobles rêves du socialisme. Alors a priori ça paraît complètement paradoxal, néanmoins c'est sur cela qu'est fondée sa pensée. Et c'est pour ça aussi qu'il est parfois présenté comme un penseur socialiste. Il emploie lui-même sans problème ce terme, mais vous savez qu'au XIXe siècle, on se dit facilement socialiste sans forcément l'être. Alors qu'en réalité, c'est un défenseur ardent du libre-échange et a mené de grandes campagnes dans ce sens, et qui s'inscrit dans la lignée des penseurs libéraux, notamment Ricardo, et des théories de l'école classique, quoi qu'il soit amené plutôt, à les contredire ou à les réviser. Et la première étape qui l'amène vers l'impôt unique, c'est une révision de l'économie politique classique, et notamment du rapport entre le capital et le travail. Alors s'il s'inscrit dans la ligne des économistes libéraux traditionnels, il s'en distingue par deux points. Il remet en cause l'idée comme quoi le capital créerait la richesse et la distribuerait dans une deuxième étape en salaire. Pour lui, c'est le travail qui est producteur de richesse. En aucun cas, le salaire serait une avance du capital, mais c'est toujours un retour sur l'effort. Et il prend des exemples qui essayent de montrer que même quand on est dans des entreprises de long terme, on est à chaque fois dans une rétribution de l'effort. Typiquement, il prend l'exemple d'un grand possesseur terrien de terres agricoles. Il montre évidemment que le salaire va être payé petit à petit et la récolte va être récoltée qu'au bout de plusieurs mois. Mais il montre qu'en fait, c'est non pas une avance sur la récolte, mais c'est un simple transfert de capital depuis des fonds monétaires vers des champs qui sont mis en valeur par le travail. Et donc il montre qu'à chaque fois il n'y a pas d'avance de capital, il y a toujours du travail en priorité et qui apporte ensuite du capital. Donc premier point sur lequel il contredit l'économie classique. Deuxième point, il réfute l'application du malthusianisme à la théorie économique qui permet à l'époque d'expliquer pourquoi il y a une productivité qui augmente et parallèlement un appauvrissement. L'idée malthusienne, c'est de dire que
la hausse de la population est plus rapide que la hausse des moyens de subsistance, ce qui explique les problématiques de famine ou de problèmes d'accès aux ressources. Les économistes libéraux à l'époque disent que le problème c'est que les salaires, le nombre de salariés va augmenter plus vite que le capital, donc les salaires vont baisser à mesure que la productivité augmente. Et Henry George conteste aussi cette application du malthusianisme en politique. Et il va essayer du coup de maintenir la doctrine libérale tout en essayant de contester donc ces bases-là, et il va le faire en remettant en cause un conflit entre capital et travail, conflit donc imaginé du côté des socialistes, mais aussi éventuellement du côté des libéraux quand ils expliquent que la masse salariale augmente plus vite que le capital, et que le capital doit bien amasser son profit. Il explique, pour réconcilier le capital et le travail, que le terme de capital a été mal défini jusqu'à présent. Pour lui, le capital, c'est ce que nous appellerions l'investissement. Il limite le capital à l'investissement. C'est, explique-t-il, ce qui ne vient pas du travail, évidemment, mais aussi ce qui ne vient pas de la terre. C'est seulement ce qui est consacré à aider la production ou à aider l'échange. C'est-à-dire à la fois les machines, les grains qu'on va garder, qu'on va ressemer, éventuellement le bétail qu'on va utiliser, ou alors tout ce qui va permettre la division du travail, des usines, ou même la monnaie, qui peut être aussi du capital puisqu'elle permet l'échange. Ce qu'il fait, c'est surtout séparer le capital de la rente foncière. C'est surtout là qu'il va agir. Donc pour lui, le capital n'est pas utile à la production, c'est le travail qui crée de la richesse, mais va aider à la productivité. Il y a donc forcément une association qui peut se faire entre le travail et le capital pour créer des richesses plus vite, être davantage productif, et en même temps il faut une harmonie entre les deux, puisque si jamais le travail coûte trop cher, le capitaliste ne va pas vouloir investir pour la productivité, et si le capital demande des taux d'intérêt trop élevés, les travailleurs préféreront travailler de façon moins productive mais ne pas en bénéficier puisque ça leur coûterait trop cher. Donc pour Henry George, il est logique que les courbes des intérêts, donc ce qui va rétribuer le capital, et du salaire, ce qui va rétribuer le travail, se coordonnent. Donc il ne faut pas dénoncer l'intérêt comme du vol, puisque ça participe à l'enrichissement, et il ne faut pas que les capitalistes dénoncent des salaires trop élevés, puisque ça participe à la création de richesses. Donc, le problème de l'augmentation de la pauvreté ne vient pas du capital. Il doit venir d'un autre endroit, et il va donc diviser les facteurs de production en 3 parties, le travail et le capital, on l'a vu, et enfin, une troisième partie qui est la terre dont la possession va permettre de prélever une rente, et c'est cette rente qui va entraîner un appauvrissement. Là, normalement, il y a un tableau, Naïs, s'il te plaît, qui va apparaître et qui vous explique comment il organise le système économique en 3 étapes. La terre, où sont les richesses naturelles, qui donne une rente à celui qui la possède, le travail, qui est l'effort humain qui renvoie à un salaire, et le capital, qui est l'investissement, et qui rapporte des intérêts. Donc le problème ne vient pas d'un conflit entre capital et travail, mais vient de la rente, c'est-à-dire de la propriété foncière. Donc, c'est cette étape-là qui va arriver dans un deuxième temps. Et si on compare Henry George au physiocrate, il pense aussi que la terre est la source de toute richesse. Néanmoins, pour lui, c'est bien le travail de l'homme qui permet, je le cite, de donner à la matière préexistant la forme désirée. C'est donc le travail et le capital qui vont apporter à cette richesse une valeur qui ne lui est pas intrinsèque et qui va donc être mise en valeur par le travail et le capital. L'accès à la terre va donc être essentiel pour la production de richesses. À ce niveau-là, vous voyez qu'on retrouve bien la vision lockéenne. La propriété terrienne vient en fait du droit naturel de l'homme sur le résultat de son activité, c'est-à-dire de bénéficier des fruits de son travail. C'est ça le droit naturel qui est le plus juste. Tout autre droit sur la propriété, donc, qui ne découlerait pas du travail, viendrait nier la propriété de ceux qui travaillent sur leur production. Et donc il faut garantir un droit égal aux hommes à l'usage de la terre, et que ce droit à l'accès à la terre soit conditionné au travail des hommes sur celle-ci. Le problème, remarque-t-il, c'est que dans la situation actuelle, la terre est monopolisée. Et ce monopole sur la terre, il appelle ça un vol,
donc là on a bien la référence à Proudhon, lui-même le cite, et il parle de vol, un vol continuel, un impôt sur le travail qui est réalisé par les possesseurs de la terre en continu, donc c'est la rente, et cette appropriation monopolistique va non seulement nier les droits naturels, donc de bénéficier des fruits de son travail, mais en plus va conduire à l'asservissement, à l'ilotisme ou au servage. Et pire encore, c'est que plus la terre va gagner en valeur par l'augmentation de richesse, donc grâce au travail et au capital, plus la rente va augmenter. Il montre que la hausse de la population, par exemple, entraîne une augmentation de la production, même les terres les moins fertiles vont être travaillées, et ces terres qui ne valaient rien vont augmenter en valeur, et la rente va venir ponctionner sur ce travail qui est fait sur ces terres. Les progrès dans la production par l'investissement, donc par la mise en place du capital, la plupart du temps vont faire augmenter la valeur de la terre, donc de la rente, et vont rarement bénéficier au salaire, voire même créer du chômage. C'est l'exemple de l'intervention des machines. Et pire encore, la spéculation sur l'augmentation de la valeur des terres fait augmenter artificiellement la rente, avant même que le travail ou que l'investissement capitalistique ne soit fait sur celle-ci. Ce qui entraîne, selon lui, les phénomènes de crise, puisque si la rente augmente avant même que le travail soit réellement réalisé, eh bien personne ne va vouloir investir dessus et les gens ne vont pas pouvoir travailler tellement la rente sera élevée. Donc arrêt de l'économie et crise économique. Bref, il montre là que les pays riches, ceux où il y a une forte population, un grand progrès économique, vont être ceux où les rentes vont être les plus élevées. Donc c'est cet endroit-là où il va y avoir une pauvreté qui va le plus augmenter. Il explique donc là, par le phénomène de rente, le lien entre progrès et pauvreté. Et il prend l'exemple des États-Unis en expliquant que pendant très longtemps ça a été invisibilisé puisque la terre était disponible en forte quantité. Mais maintenant que le Pacifique a été atteint et que les zones intérieures sont en train d'être colonisées, l'aristocratie foncière est fondée et on est en train de voir le fossé augmenter entre les riches et les pauvres et une augmentation des inégalités. Alors la question qui se pose pour Henry George, qui est un libéral, c'est de trouver une solution pour que ce que la propriété foncière permettait de faire, c'est-à-dire sécuriser les bénéfices du travail, puisse être trouvé avec une autre solution, puisqu'il faut bien, selon Henry George, que ce qui est travaillé et le produit du travail soit garanti pour les travailleurs, de même que ce qui est investi par les capitalistes soit retrouvé en intérêt. Et il faut donc trouver une solution qui ne soit pas la propriété foncière, puisqu'il montre toutes les problématiques en termes d'accroissement des inégalités, mais aussi on peut l'ajouter en termes des bons usages de la terre, puisque la propriété foncière permet n'importe quel abus sur ce qui est de la propriété des individus, et notamment la possibilité de ne pas améliorer la terre qui est possédée. Après tout, la propriété foncière donne des droits de jouissance absolue qui peuvent être détachés du travail, donc de la production de richesses. Et le remède, il le trouve, lui, dans l'impôt unique. Mais Henry George est quelqu'un de précautionneux et de rigoureux. Il va avant réfléchir à d'autres remèdes qui peuvent être proposés, qui, selon lui, vont être contestables. Tout d'abord, il va s'en prendre aux remèdes qui sont proposés par l'économie politique traditionnelle, c'est-à-dire par l'école classique des libéraux et par leurs successeurs au XIXe siècle. Une des premières idées qui est encore d'actualité, vous allez le voir, c'est la baisse des impôts et des dépenses de l'État. Il montre que ces solutions de baisse des impôts et des dépenses de l'État qui permettraient d'augmenter la productivité et donc la richesse ne sert à rien dans sa théorie si la terre reste monopolisée, puisque finalement c'est la rente qui bénéficierait de cette baisse des impôts dans un dernier temps. L'autre solution que les libéraux proposent à l'époque, c'est d'augmenter l'éducation, d'apporter une morale du travail et de l'épargne au bon peuple qui s'appauvrit parce qu'il n'est pas assez éduqué ou parce qu'il n'arrive pas à épargner ou à avoir une bonne morale du travail. Lui, Henry George, pense que c'est une chimère, que l'amélioration morale ne peut découler que de l'amélioration matérielle, et que là il y a une inversion entre les bénéfices de l'amélioration matérielle et les soi-disant bénéfices de l'amélioration morale. Pour lui, c'est une croyance des classes aisées que l'éducation va diminuer les inégalités, et donc une chimère.
Ensuite, il va également envisager les remèdes qui sont proposés à des mouvements politiques qui lui sont contemporains et qui vont observer les mêmes problèmes, notamment le monopole sur la terre ou alors la condition ouvrière qui est dégradée. Tout d'abord, il a une opposition pratique à l'union des travailleurs. Pour lui, il y a trop d'embûches, par rapport à la mise en place du syndicalisme. Le rapport est trop inégal avec les propriétaires, donc ils n'y arriveront pas. L'autre modèle qu'il observe, c'est le coopérativisme, qui se développe beaucoup aux États-Unis à cette époque-là, à travers des alliances de fermiers ou le mouvement Grange, qui est dans les années 70 le plus important. Et il montre que dans tous les cas, le monopole de la terre va limiter cette solution à certains endroits, peut-être des États un peu plus neufs, mais qu'en général, on ne pourra pas le généraliser. Et enfin, troisième temps, il réfléchit aux remèdes socialistes. Alors là, il a une opposition qui est, premièrement, une opposition philosophique à l'intervention de l'État. Les socialistes peuvent proposer de faire intervenir l'État pour répartir de façon plus égalitaire les terres. Pour lui, il ne faut pas utiliser la restriction là où on pourrait utiliser la liberté. Son socialisme, je vous le rappelle, est un socialisme qui doit avant tout respecter l'individu. C'est pas un socialisme en fait, hein, c'est un libéralisme progressiste. L'autre point sur lequel il n'a non pas une opposition philosophique, mais encore une fois une opposition pratique, c'est l'idée d'un meilleur partage de la terre. Pour lui, c'est une mauvaise solution dans le sens où la marche naturelle va vers la concentration des terres dans des grands domaines qui sont plus faciles à cultiver, et l'amélioration économique passe forcément par des exploitations de grande taille, donc un meilleur partage ne serait pas économiquement viable. Il vaut mieux qu'il y ait des grandes parcelles où il y aura plein de travailleurs qui travailleraient dessus. La solution pour lui est donc que tout le monde ait accès à la terre, mais ces solutions ne sont pas bonnes, et donc il estime qu'il faut rendre à la terre son statut de bien commun. Il pense que la terre est un bien commun sur lequel après chaque individu aura le droit de travailler, et il faut rendre à la terre son statut de bien commun. La solution la plus facile serait donc d'abolir la propriété foncière et de rendre la terre publique. Or, il discute aussi cette solution qui lui semble peu envisageable, d'une part parce que cela heurterait les coutumes. Bon, c'est son argument, ce serait trop compliqué à mettre en place, cela heurterait les coutumes, et encore une fois, cela supposerait un interventionnisme trop important, trop compliqué et trop éloigné de son idée qu'il se fait du libéralisme. C'est finalement là que se trouve sa solution, c'est un impôt unique sur la terre, qui ne supprime pas la propriété, par contre qui va taxer de façon intégrale la rente que les propriétaires peuvent en bénéficier, une rente qui selon lui est bien sûr indue, puisqu'elle n'est pas liée au travail par ses propriétaires, et donc via l'impôt on pourra ensuite aller à une forme de redistribution, et je vais vous montrer pourquoi également on pourra en faire un bien commun. Alors ces premiers arguments, on va en retrouver qui sont liés à la physiocratie, c'est la simplicité et l'efficacité de ce type d'impôt. Simplicité pourquoi ? Puisque pour lui la perception serait plus simple et moins chère. La terre ne peut pas se cacher, donc elle est facile à taxer. La valeur est selon lui facile à fixer avec un peu d'expertise. Il y a un seul produit à expertiser et un seul type de fonctionnaire, de receveur pour collecter ses impôts. L'autre simplicité, c'est aussi la fin des autres impôts, et là qui est lié à l'efficacité, puisque pour lui, les autres impôts qui vont toucher à la production découragent le travail et découragent l'investissement, puisqu'elles touchent au bénéfice du travail ou du capital. Cet impôt unique est aussi intéressant puisqu'il va empêcher les abus sur la terre. Il n'y a aucun intérêt avec un impôt intégral sur la rente d'avoir des terres qu'on ne cultive pas. Donc toutes les terres vont forcément devoir être cultivées, utilisées, puisqu'ils ne pensent pas qu'en termes agricoles, sinon on payerait et donc on les posséderait à perte. Et en plus son efficacité serait d'autant plus justifiée puisqu'il y aurait une forme de cercle vertueux. Je vous rappelle que dans son schéma économique, plus la productivité augmente, plus la rente va augmenter puisque la valeur de la terre va augmenter. Et donc plus la rente augmente, plus l'impôt unique sur la terre augmente parallèlement, et donc plus les revenus de l'impôt seront importants. Enfin, il rappelle que, je vous le dis parce que c'est une question qui peut vous venir à l'esprit, qu'il est inutile de compenser les anciens propriétaires, d'une part parce que si on fait ça sous la forme d'un bail, on maintiendrait en fait un système de vol pendant plusieurs années, et en plus,
vu que la terre est un bien commun, les anciens propriétaires bénéficieraient en fait de cette terre comme bien commun et pourraient travailler sur cette terre et bénéficieraient des avantages qui bénéficieraient à tous les autres. Donc ça, c'est vraiment ces arguments pratiques en termes de simplicité et d'efficacité. Ensuite, il justifie aussi cette single tax d'un point de vue libéral, et je veux bien vous montrer cet aspect-là, puisque c'est intéressant justement d'avoir le point de vue d'un réformiste qui reste libéral sur la question de la propriété privée. Point de vue libéral, puisque pour lui, ça va permettre l'amélioration économique. À ce titre, il cite les physiocrates dans son ouvrage, et met en avant que la taxe sur la rente va libérer le commerce et l'industrie. Alors la différence ici, c'est que Henry George est favorable à l'industrialisation. Mais bon, on est un siècle plus tard. Pour lui, jusqu'alors, les taxes vont nuire au libre commerce et vont être une simple amende sur le travail, alors que tout travail rapporte à l'enrichissement de la communauté. Cet impôt unique permet donc de rétablir le droit naturel, la rente est redistribuée, et le travail ne va pas être taxé. Les bénéfices du travailleur sont donc complets, il jouit de tout son travail, et vu qu'il y a un parallèle avec les intérêts, le capitaliste bénéficie de l'intégralité des revenus de son investissement, c'est-à-dire de ses intérêts, en rappelant que capitalistes comme travailleurs sont en harmonie dans l'enrichissement global de la société. Mais il met en avant que cet impôt unique va également améliorer moralement la société. Puisqu'on supprime les inégalités, on met fin à la cupidité, à l'égoïsme, et en faisant de la terre un bien commun, on va créer un esprit commun, un esprit de lien commun avec la terre, et on va pouvoir aussi utiliser cet impôt en créant des infrastructures qui vont guider le progrès moral. Alors il imagine réinvestir cet impôt unique dans des bains, des gymnases, des bibliothèques, dans toutes sortes d'améliorations de services publics qui peuvent améliorer le progrès des sciences et des arts. Et enfin, une amélioration politique, là on trouve le lien entre libéralisme économique et libéralisme politique, puisque pour lui, le système dans lequel sont en train d'entrer les États-Unis, c'est-à-dire un système très inégalitaire, va nuire à la démocratie et la République, puisque la pauvreté entraîne la corruption, les pauvres vont s'habituer à l'inégalité, vont s'habituer à être corrompus, et vont petit à petit se détacher de la chose publique, se détacher de la République, et vont accepter leur maître s'ils peuvent en tirer des bénéfices par du clientélisme ou de la corruption. Et il estime qu'il faut rétablir l'égalité par cet impôt unique, et que ce rétablissement de l'égalité est en fait, in fine, un nouvel appel à la liberté. Il dit que que son texte est une nouvelle déclaration d'indépendance. À la fin du 19e siècle, les rapports avec la déclaration d'indépendance sont très forts, on la cite souvent. Et là, il crée en fait un lien entre libéralisme économique réformé et libéralisme politique. En conclusion, et pour comparer un peu les deux systèmes, tout de même montrer que il est intéressant et toujours remarquable quand deux époques pensent à une même chose, surtout quand on est sur quelque chose de très précis, en l'occurrence un impôt unique, sur une seule chose, en l'occurrence la terre. Néanmoins, entre les physiocrates au XVIIIe siècle et le georgisme au XIXe siècle, il y a quelques différences. Tout d'abord, sur le type de terres qui vont être taxées. Les physiocrates, puisqu'ils pensent que la richesse et la terre, j'allais dire vient de la terre, mais la richesse et la terre, ils ne pensent qu'à taxer les terres agricoles. Or, chez Henry George, toute rente est taxée indépendamment de sa nature agricole et urbaine, puisque Henry George a bien compris que dans les grandes villes qui se développent aux États-Unis, il y a une valeur de plus en plus importante des terres. On peut penser notamment à un quartier comme Wall Street, dans lequel les terres valaient énormément, alors qu'elles n'étaient évidemment pas agricoles. Mais leur position dans le circuit des échanges et dans les lieux de gouvernance entraînait une augmentation de la valeur. Donc toute rente chez Henry George est taxée. Il y a le montant également. Chez les physiocrates, le montant est d'un tiers, 33%, alors que chez Henry George, c'est l'intégralité de la rente qui va être taxée. Cela est lié, on le verra aussi, à des idées sur le rôle de l'État dans leur système économique.
Ensuite, le contexte économique explique aussi cela. On est dans une économie mercantiliste chez les physiocrates, une économie qui n'est pas libérale, alors que chez Henry George, on est aux États-Unis à un moment où le capitalisme est particulièrement débridé, où il n'est pas encore régulé par des lois. Même si peut-être il faudrait mettre une nuance. Au niveau national, c'est le cas. Au niveau international, on est dans le grand moment du protectionnisme de la fin du 19e siècle. Et Henry George est un libre-échangiste au niveau international. Donc on a quand même cette correspondance peut-être du protectionnisme qui existe et qui est remis en cause par les physiocrates et aussi par Henry George. Ensuite, les objectifs diffèrent également. Pour les physiocrates, il y a la volonté de suivre l'ordre naturel et en même temps de limiter la dépense publique, alors que les objectifs de Henry George sont de résoudre les problèmes qu'il a aperçus de la mise en place d'un libéralisme non réformé, c'est-à-dire les effets néfastes de la propriété foncière en termes d'inégalité sociale, de création de monopoles et de parasitisme de la rente sur les revenus du travail et du capital. Conséquence également sur l'usage de l'impôt unique entre les deux, c'est que Henry George est pour un impôt unique très élevé qui peut servir à développer les services publics, à financer des infrastructures, là où les physiocrates veulent que la dépense publique soit extrêmement limitée. Et d'autre part, un élément qui n'existe pas chez les physiocrates, c'est l'idée quand même de socialiser la terre, de faire de la terre un bien commun. Et donc pour conclure, on peut voir que si on associe, et de façon légitime, propriété privée et libéralisme, on voit que les rapports en fait entre les deux sont tout de même ambivalents. Et cette ambivalence, à notre sens, vient d'un paradoxe qui a été soulevé par Locke. C'est l'idée que la propriété foncière est légitimée chez un de ses premiers penseurs du libéralisme, car elle doit sécuriser les jouissances des revenus du travail, le droit naturel par auquel il réfléchit en premier. Il estime que la propriété privée est un droit naturel, mais qui découle d'un droit naturel préalable qui est celui de jouir des revenus de son travail. Néanmoins, ce paradoxe est que la terre est limitée et que l'enrichissement des uns va entraîner finalement des disparités et que tout le monde n'aura pas accès à la même ressource et que là on entre dans un paradoxe et que tout le monde ne pourra pas faire valoir son droit naturel sur le travail qu'il va avoir sur la terre. Et pour vous donner une autre preuve de cette ambivalence qui dépasse l'impôt unique, c'est la critique de l'héritage qui est quelque chose d'assez récurrent chez les penseurs libéraux, puisque dans l'héritage, les individus captent un capital qui n'est pas leur création et qui est donc finalement indu, et qui va en plus diminuer l'accès à la propriété et à la terre de génération en génération. Et on peut voir finalement apparaître à côté du discours socialiste et marxiste un courant réformiste, progressiste qui finalement peut venir de loin. Je pense davantage à Henry George ici qu'aux physiocrates. Henry George lui pense à la fois en termes de socialisme, un terme qu'il faut relativiser par rapport au 19e, tout le monde se dit socialiste, du côté réformiste, puisqu'il pense propriété socialisée, service public, redistribution, qui maintient pourtant une pensée libérale, jouissance du travail et capital sans entrave, et libre-échange total. L'idée, c'est avant tout de corriger les effets néfastes du libéralisme, qui, premièrement, crée des inégalités, et deuxièmement, un libéralisme sans bornes va avoir des conséquences qui va nuire au libéralisme lui-même, avec la création de monopoles et du parasitisme. On peut faire le lien actuellement avec un économiste et un penseur qui est en vue, c'est Thomas Piketty. Thomas Piketty qui dénonce l'héritage, qui est très critique sur la propriété foncière et qui en fait quand même une des sources des inégalités. Et qui propose également, alors non pas un impôt unique, mais qui propose des solutions qui passent par la taxation et la redistribution. Je cite Piketty à raison, c'est que il est lu aux États-Unis, c'est un économiste d'envergure internationale, et sur place où la théorie d'Henry George est encore connue puisqu'elle a été très diffusée à l'époque, il y a des comparaisons assez récurrentes entre les travaux de Henry George et les travaux actuels de Thomas Piketty. Voilà pour conclure avec des remarques d'actualité. Je vous remercie. On vous remercie.